Undeclared wars are commonplace. Les guerres non déclarées sont devenues monnaie courante. C'est tragique, mais notre gouvernement mène des guerres préventives, autrement dit, des guerres d'agression, sans que le peuple américain ne s'en plaigne. Malheureusement, nous nous sommes habitués à vivre avec l'usage illégitime de la force par l'État. Pour construire une société vraiment libre, il faut comprendre et rejeter le principe même de l'initiation de la force. Understood and rejected. Et si parfois, aimer son pays voulait dire qu'il fallait changer ou même abolir le gouvernement? Et si Jefferson avait raison? Et si le meilleur gouvernement, c'était celui qui gouverne le moins? Et si c'était dangereux d'avoir raison quand le gouvernement a tort? Et s'il valait mieux mourir en se battant pour la liberté que vivre en esclave? Et si le moment le plus critique pour la liberté, c'était maintenant? Bonjour à tous, le juge Andrew Napolitano pour Judging Freedom. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 4 juin 2026. Max Blumenthal va nous rejoindre dans un instant. Est-ce que Trump et Netanyahou ont simulé leur animosité? Franchement, qui les croirait de toute façon? Mais d'abord, le sac d'évacuation conçu pour les survivalistes d'élite, les experts en préparation et les professionnels aguerris sur le terrain est désormais disponible pour le grand public. Il contient plusieurs jours de nourriture et une gourde avec un système de filtration intégré. Oui, c'est bien ça. Nos amis de My Patriot Supply viennent d'annoncer leur sac d'urgence entièrement équipé, avec tout ce qu'il faut pour fuir une crise et survivre par soi-même. Des outils et du matériel pour allumer un feu, construire un abri, rester au chaud, pêcher, piéger du petit gibier, cuisiner hors réseau et bien plus encore. Bref, tout ce dont vous avez besoin, que vous soyez confronté à une catastrophe naturelle, une panne du réseau électrique ou même à des troubles civils. Et tout ça est livré dans un sac à dos tactique, tellement robuste et résistant qu'il est presque pare balles. Ce kit a été conçu pour des survivalistes d'élite et maintenant, il est disponible pour vous. Et le meilleur, c'est que si vous allez sur preparewiththejudge.com, vous bénéficierez d'une réduction de $100, mais seulement pour une durée limitée. Commandez dès aujourd'hui votre sac de survie avec $100 de remise sur preparewiththejudge.com. Je répète, preparewiththejudge.com. Bienvenue à vous, mon ami. Pensez-vous que Trump et Netanyahou ont inventé cette animosité, un peu comme Joe Biden l'avait fait il y a quelques années, quand il avait fait semblant d'être en colère contre le dirigeant israélien? Je suis content que vous ayez mentionné le contexte autour de Biden, parce qu'il a fait fuiter des informations aux mêmes journalistes quand il voulait maintenir le statu quo et permettre à Israël d'intensifier ses opérations, de Gaza jusqu'au Liban, ce qui a fini par mener à la guerre avec l'Iran. Il allait voir Barak Ravid, l'ancien espion israélien, membre de l'unité 8200, réserviste de l'armée israélienne jusqu'en 2021 et aujourd'hui correspondant en chef chez Axios. Pour Steve Witkoff, Jared Kushner, Marco Rubio et Donald Trump, les gens de l'équipe Biden passaient aussi par Barak Ravid. C'est donc à lui que cette fuite a été transmise, ainsi qu'à son autre relais habituel, Mark Caputo. For leaks Mark Caputo, this character who would be applying for food stamps and various other welfare benefits if the government somehow collapsed because he would have no source of reporting, is a self-described Florida man whose whole career has focused around being the water boy, the Gunga Din for Marco Rubio. And so I assume this leak came from Marco Rubio, based on what I know about these reporters. J'ai qualifié Mark Caputo de porteur d'eau de Marco Rubio, parce qu'il avait publié une histoire complètement inventée sur Cuba,
qui aurait prévu d'attaquer Key West avec 300 drones. Évidemment, ça venait de Marco Rubio. Obviously, it came from Marco Rubio. And he responded by calling me Marxist Max Blumenthal. Et il a répondu en m'appelant Max Blumenthal, le marxiste, financé par l'Iran. Voilà sa réponse. Franchement, ces types sont d'une susceptibilité incroyable. Barack Ravid, quand tout le monde le critiquait pour avoir aidé Trump à manipuler les marchés et à diffuser de faux messages sur des négociations avec l'Iran, a accusé tous ses détracteurs d'antisémitisme. Ce sont donc des gens très susceptibles, profondément non professionnels et très utiles au pouvoir. Trump, et je pense aussi Marco Rubio, les gens autour de Trump, voulaient faire passer ce message. Donald Trump était furieux contre Benjamin Netanyahu. Donald Trump was livid at Benjamin Netanyahu. Why? Number one, the Republican base is Pourquoi? elements of the D'abord, Republican base are not la base républicaine n'est pas contente. Certains éléments de cette base sont même très mécontents de Netanyahou, et ils veulent voir Trump montrer un peu de force, un peu d'indépendance vis-à-vis de ce petit État d'apartheid qui semble contrôler à chaque instant. Ensuite, Donald Trump a dû intervenir, ou du moins faire pression sur Netanyahou, pour qu'il ne détruise pas ou ne bombarde pas le quartier de Dahiya à Beyrouth, qui avait été évacué la veille par l'armée israélienne. Ils allaient frapper une zone civile, la communauté chiite, parce qu'ils n'avaient pas réussi leur campagne contre le Hezbollah dans le sud du Liban. They could not succeed in their campaign against Hezbollah in southern Lebanon. And this was also the result of pressure on Netanyahu from Et ça, c'était aussi le résultat des pressions exercées sur Netanyahou par les éléments d'extrême droite de sa propre coalition, comme Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich. On pourra en reparler dans un instant. L'opération a dû être arrêtée à cause de l'Iran. La vraie raison, ce n'est pas que Trump ait soudain décidé de tenir tête à Netanyahou. C'est qu'il craignait que l'Iran ne lance réellement des contre-attaques contre des cibles américaines dans la région, voire contre Israël, et que l'Iran commençait à dissuader les agressions américaines et israéliennes d'une manière qu'il n'avait jamais réussi auparavant. En plus de ça, Donald Trump voulait alléger la pression économique que l'Iran avait imposée, en quelque sorte en assiégeant les assiégeants, en fermant le détroit d'Ormuz. Et l'Iran dispose encore d'autres leviers économiques à utiliser. And there are other economic cards that Iran can play. So all of this has to do with Iran finally. Tout ça, en fait, c'est lié au fait que l'Iran a enfin réussi à sortir de cette logique de représailles. Ce jeu du coup pour coup qui avait marqué les conflits militaires entre les États-Unis et l'Iran par le passé. L'Iran a réussi à établir une forme de domination dans l'escalade grâce à la guerre asymétrique et à retourner la situation contre Trump. Aujourd'hui, Trump a peur de replonger dans une guerre avec l'Iran. Et donc, pour paraître fort, il a fait fuiter cette histoire, ou peut-être que c'est Rubio qui l'a fait, selon laquelle Trump aurait été furieux contre Netanyahou parce que celui-ci continuait à envenimer la situation. Mais en réalité, cette histoire montre surtout la faiblesse de Donald Trump face à la force de l'Iran. Et bien sûr, il n'y a pas eu le moindre répit dans l'invasion du sud du Liban, ni même dans les attaques contre la banlieue de Beyrouth, n'est-ce pas? D'accord. Donald Trump a dit qu'il avait convaincu Netanyahou de ne pas envoyer de troupes à Beyrouth. Eh bien, il a en fait dit que l'armée israélienne faisait le contraire de ses ordres. Oui, je pense qu'il était un peu resté bloqué en 1982 dans sa tête. Israël n'allait pas envoyer de troupes, mais des bombes GBU fabriquées aux États-Unis sur des immeubles d'habitation partout à Dahiya pour massacrer des civils et détruire juste pour frapper la communauté chiite. Donc Trump, je crois même pas qu'il ait compris ce qu'il avait empêché. Et quand Israël a été forcé de réduire cette campagne aérienne sur Dahiya, qui est le quartier sud de Beyrouth, à majorité chiite, ils ont intensifié les frappes sur la ville de Tyr, une cité datant de l'époque biblique, sur la Méditerranée, tout près des zones frontalières militarisées entre Israël et le sud du Liban. Et ils ont commencé
à attaquer des zones civiles dans cette ville, tout en poursuivant leurs frappes contre des civils dans tout le sud. Ils ont tué des secouristes, des civils dans leurs voitures, sur leurs motos, puis ils ont prétendu avoir visé des cibles du Hezbollah. C'était une violation du cessez-le-feu qu'ils enfreignent depuis novembre 2024. Et maintenant, c'est aussi une violation de ce faux cessez-le-feu, celui qui vient d'être conclu par les autorités libanaises. Des autorités qui ne représentent pas du tout le peuple libanais. Un gouvernement totalement illégitime qui agit en dehors de la constitution libanaise pour négocier avec Israël, par l'intermédiaire des États-Unis, un cessez-le-feu qui fait peser toute la responsabilité sur le Hezbollah en lui demandant de se désarmer et d'arrêter de défendre le territoire libanais, mais sans presque rien en retour. Aucune pression sur Israël pour se retirer. Et ils utilisent les États-Unis, un gouvernement qui est en grande partie contrôlé par les forces israéliennes, l'administration Trump, comme médiateur, sans impliquer de médiateurs régionaux, comme par exemple l'Égypte ou la Turquie, des pays puissants de la région. Donc, c'est un cessez-le-feu invalide, qu'Israël viole. Le Hezbollah riposte. Ils ont tiré des roquettes sur le nord d'Israël aujourd'hui. Et leurs drones FPV, ces drones à vue subjective, reliés par fibre optique et impossibles à brouiller, ont déjoué toutes les contre-mesures électroniques et continuent de tourmenter Israël. Un général de division israélien, l'un des plus hauts gradés sur le terrain, a échappé à une tentative d'assassinat menée par l'un de ces drones à seulement quelques secondes près. C'est une information qui vient de tomber aujourd'hui. Donc en réalité, Israël n'a aucun moyen clair de gagner cette guerre, sauf en s'en prenant aux civils. Et ça veut dire que la pression va continuer à monter sur Netanyahou, dont la coalition électorale est en train de se désagréger, pour qu'il cède aux figures les plus extrêmes et qu'il retourne frapper Dahiya. À un moment donné, je pense qu'il est raisonnable de s'attendre, vu l'irrationalité d'Israël et cette soif de sang évidente, à ce qu'ils attaquent Beyrouth. Et dans ce cas, l'Iran reviendra sur le théâtre du conflit pour défendre ses alliés au Liban, et la guerre reprendra. Ce serait alors un échec diplomatique énorme, vraiment énorme pour les États-Unis, ou peut-être un succès si l'on considère les forces qui tirent réellement les ficelles à Washington. D'accord. Voici la publication de Trump sur Truth Social. C'était la veille de cette soi-disant dispute inventée. Je ne sais pas quand cette histoire a été montée, mais quand elle a été rendue publique, il a dit et je ne vais pas tout lire, qu'il avait eu une conversation avec Bibi Netanyahou aujourd'hui, lui demandant de ne pas lancer un grand raid sur Beyrouth, au Liban. Et il ajoute, voilà, Max, qu'il a fait faire demi-tour à ses troupes. Merci Bibi. Franchement, c'est absurde qu'un président dise ça et s'attende à ce que le public américain le croie. Alors, est-ce que ces négociations entre les soi-disant représentants illégitimes du Liban et quelqu'un d'Israël se déroulent vraiment à Washington? Oui, mais ce sont de fausses négociations. Les vraies, c'était celles dont Trump a laissé entendre l'existence, même s'il ne croit même pas de quoi il s'agit, quand il a dit qu'il avait parlé à Hezbollah. C'est avec eux qu'il faut discuter. Ah bon, vraiment? J'ai du mal à croire que le Hezbollah lui ait parlé. Non, il serait passé par le président du Parlement, Nabih Berri, qui représente un parti chiite et qui traditionnellement sert de canal indirect avec le Hezbollah. En même temps, le gouvernement iranien parlait à Nabih Berri et soulignait, je crois que c'était son homologue, Mohammad Ghalibaf, ou quelqu'un de ce genre, que l'Iran n'allait pas laisser le Liban en dehors du cessez-le-feu. Surtout après avoir établi une forme de dissuasion et affirmé sa domination dans l'escalade grâce à la guerre asymétrique et au contrôle du détroit d'Ormuz. Pourquoi l'Iran, franchement, se montrerait-il faible à la table des négociations? Cela veut dire que Trump doit imposer un vrai cessez-le-feu dans tout le sud du Liban s'il veut amener l'Iran à négocier
desserrer son emprise sur le détroit d'Ormuz et atténuer sa propre crise politique, qui est avant tout économique. Les réserves stratégiques mondiales de pétrole sont aujourd'hui à leur plus bas niveau depuis 43 ans, et c'est à cause du refus et de l'incapacité de Trump à négocier la fin du conflit avec l'Iran. Alors, on arrive à la saison des trajets d'été, et les réserves stratégiques sont très basses. Eh bien, je me demande à quoi ressemblera le prix de l'essence d'ici la fin juillet. Mais voici un extrait de Trump. C'était le 3 juin, hier, Max. Il affirme avoir parlé au Hezbollah, puis il donne une réponse assez étrange à une question sur la façon dont il définit un cessez-le-feu. Extrait numéro 3. En fait, on a parlé avec le Hezbollah pour la toute première fois. On ne savait même pas qu'il parlait. Comment définissez-vous un cessez-le-feu? C'est à peu près comme ça que ça se passe. C'est une autre région du monde. Je dirais que là-bas, un cessez-le-feu, ça veut dire qu'on tire simplement d'une façon un peu plus modérée. Tu tires dans un style plus modéré. Maintenant, lui, c'est comme Joe Stalin. Il invente ses propres mots, il réécrit l'histoire. Enfin, Oui. Eh bien, je ne pense pas que l'Iran comprenne le concept de cessez-le-feu de cette manière, comme une sorte de tir plus modéré. Ce que l'Iran semble avoir compris, en revanche, et je me base ici sur des déclarations publiques que je vois dans leurs médias, c'est qu'il sera la cible d'une guerre hybride aussi longtemps qu'il faudra pour obtenir un véritable accord, ou jusqu'à ce que les États-Unis se retirent, ou que les élites américaines finissent par rompre avec la relation spéciale qu'elles entretiennent avec Israël. Et c'est justement ce que Trump semble laisser entendre. En même temps, il semble accepter qu'Israël puisse mener cette campagne de terreur dans tout le sud du Liban, ce qui relève en réalité d'un nettoyage ethnique. Israël cherche activement à détruire le plus grand nombre possible de maisons chiites dans le sud du Liban et à dresser les chrétiens contre la population chiite pour les tenir à l'écart de leur communauté. J'ai vu des rapports disant que des chrétiens installent carrément des barrages dans leur quartier pour empêcher les chiites d'entrer à cause de la pression qu'ils subissent. On leur dit « On va bombarder votre quartier si vous laissez trop de chiites entrer », parce qu'on les accuse d'être du Hezbollah. C'est une véritable campagne de nettoyage ethnique. Et Trump ne prend pas ça au sérieux. Ce qui veut dire qu'à tout moment, la guerre peut reprendre avec l'Iran. Je ne pense pas qu'il mesure la gravité de la situation avec l'Iran. Mais l'Iran a envoyé un message très clair en attaquant l'aéroport du Koweït et plusieurs cibles dans ce pays, qui sert de base à l'agression américaine, une agression qui continue contre l'Iran, après que les États-Unis ont attaqué l'île de Keshm en Iran. L'Iran montre qu'il va riposter à chaque attaque américaine. Et Trump, lui, parlait d'un accord il y a 2 semaines. Il y a eu une énorme levée de boucliers de la part de tous les partisans d'Israël, comme Mark Dubowitz, celui qui l'a mis dans ce pétrin. Et maintenant, il en est là, incapable même de définir ce qu'est un cessez-le-feu. Voici le premier ministre Netanyahou qu'on interroge. Il répond avec une remarque sarcastique à propos d'un changement de régime en Iran. C'était hier, le 3 juin. Je crois que c'est une interview sur Fox. Extrait numéro 5. Vous parliez de changement de régime. Pourquoi est-ce que plus personne n'en parle aujourd'hui? Pourquoi tu dis qu'on n'en parle pas? Je l'ai dit l'autre jour. Parce que le président Trump semble prêt à conclure un accord avec le régime actuel. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il veut que ce régime reste en place. Où veut-il en venir? Qu'un accord ne serait pas vraiment un accord. Qu'après que Trump et l'Iran auront signé un traité de paix, Bibi attaquerait de nouveau.
every reason to believe that Tout porte à croire que Netanyahou va de nouveau attaquer l'Iran, ou qu'il va recourir à une guerre hybride pour créer les conditions d'une reprise du conflit, dans le but de ramener les États-Unis dans la bataille. Et le temps joue contre lui. Il n'a pas l'air en bonne santé quand il apparaît en public. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Il pourrait même être écarté de son poste de Premier ministre. Les sondages font le yo-yo. La semaine dernière, il montrait qu'il pourrait s'en sortir avec 2 sièges d'avance. Une semaine plus tôt, le Likoud était donné perdant. Le temps presse. Les élections de mi-mandat approchent aux États-Unis. the clock is ticking. The midterms are coming up in the United States. So he needs to get the US back in. There was an Donc, article il doit faire revenir les États-Unis dans le jeu. which is the Il y a eu un article dans Israel Hayom, le journal pro-Netanyahou financé par Adelson, qui faisait la promotion de la nouvelle division de guerre hybride du Mossad contre l'Iran. Et dans cet article, qui relevait en gros des relations publiques, ou de la Hasbara pour cette division jusque-là secrète, créée par le directeur sortant du Mossad, David Barnea, l'un des responsables expliquait que, si on leur donnait toutes les ressources nécessaires, ils pouvaient provoquer un changement de régime d'ici la fin de l'année. Autrement dit, Israël essaie sans cesse de faire croire qu'un changement de régime peut être imposé à l'Iran. illusion that regime change can be imposed on Iran. But they also acknowledge in the same article that every Mais ils reconnaissent aussi, dans le même article, que tout ce qu'ils ont essayé, y compris l'option kurde, quand ils voulaient armer toutes ces milices kurdes pour déstabiliser l'Iran en même temps que les manifestants, a complètement échoué. Tout ce qu'ils ont fait a échoué, totalement. Ils ont entraîné Trump dans cette guerre. Et maintenant, ils doivent sans cesse entretenir l'illusion d'un changement de régime pour essayer de garder son intérêt. Mais je pense qu'une fois que Trump se rendra compte qu'il n'y aura pas de remplacement de la République islamique d'Iran et qu'il n'y a pas là-bas une sorte de figure à la Delcy Rodriguez, ce qui faisait partie de son fantasme initial et l'a conduit dans ce bourbier, alors les Israéliens, enfin, ils n'auront plus rien à lui vendre. the Israelis are, I mean, they don't have anything left to sell him. Who could blame New York City Qui pourrait reprocher au conseiller municipal de New York, Zohran Mamdani, de refuser de défiler à la parade de la Journée d'Israël aux côtés de personnes comme Randy Fine et Bezalel Smotrich? and Bezalel Smotrich? Well, you know, it's Pride. Eh bien, c'est le mois des fiertés, et il va y avoir beaucoup de défilés. Si quelqu'un veut marcher aux côtés de personnes homosexuelles fières et assumées, il ira à une marche des fiertés. Si vous voulez faire la fête avec des fêtards cajuns et des Indiens noirs, vous allez à la Nouvelle-Orléans pour le Mardi Gras. Il y a aussi des femmes seins nus, et on leur lance des colliers de perles. Et si vous voulez défiler avec des criminels de guerre recherchés, des génocidaires et des tueurs d'enfants qui se revendiquent fièrement et qui vénèrent un État d'apartheid ethno-suprémaciste, alors vous allez à la parade de la Journée d'Israël. Apartheid state, you go to the Israel Day parade. That's what it is. That's just kind of C'est exactement ça. C'est un peu tout le sens de cette histoire. Zohran Mamdani l'a bien compris. C'est quelqu'un qui milite pour la solidarité avec la Palestine depuis l'université. Il sait très bien qu'il sera présent à ce défilé. Et politiquement, il a vraiment évité une balle. Enfin, je ne sais pas. Peut-être même une vraie balle. Parce qu'ils ont l'air de vraiment le détester, ces gens-là. Un peu comme une situation à la JFK allant à Dallas. Du genre, on te met au défi de venir à notre parade, on te déteste et on veut te détruire. hate you and want to destroy you. So he doesn't Certainly dodged the Il a clairement évité une balle politique dès qu'on a appris que Smotrich était présent. Les critiques à son égard se sont calmées, tout simplement parce que l'affaire a disparu de la une. because it just dropped off the front page. No, I mean what happened was truly amazing. I mean, I think this is Non, je veux dire ce qui s'est passé était vraiment incroyable. Je pense que c'était un moment clé dans le début de la rupture de la relation spéciale, surtout du point de vue des démocrates. Parce que, eh bien, vous savez, Eric Adams y est allé, parce qu'il est, en quelque sorte, sur la liste de paix d'Israël. Il faisait juste un pèlerinage sur la tombe du Rebbe, le messie du mouvement Shabbat,
récemment. Vous voyez, il reçoit, paraît-il, des dépôts en crypto-monnaie venus d'Israël sur son compte chaque semaine. Donc on n'attend pas grand-chose de lui. Mais Laetitia James, la procureure générale, et Jessica Tisch, qui vient d'une famille très sioniste et qui est la commissaire de police, eh bien ce sont, disons, des démocrates libéraux. Ils y sont tous allés et ils sont devenus des dommages collatéraux. Ils ont tous dû publier des déclarations du genre « Nous condamnons Bezalel Smotrich. C'est un islamophobe. » Non, ce n'est pas un islamophobe. C'est un criminel de guerre recherché par la Cour pénale internationale, qui est ministre des Finances dans le gouvernement israélien et qui est personnellement responsable de la violence des colons en Cisjordanie, pour avoir autorisé l'annexion massive de terres palestiniennes, un crime de guerre. C'est comme Wasserlauf, attendez, que je dise bien son nom, Itzhak Wasserlauf, membre de la Knesset en Israël, qui était à cette marche. C'est quelqu'un qu'on a vu en vidéo en train d'encourager les soldats quand ils entraient à Gaza, en les exhortant à saisir des bébés et à les écraser contre les rochers. Qui d'autre était là? Who else was there? Amichai Eliyahu, who is another Amihai Eliyahu, un autre ministre du gouvernement israélien, a appelé l'armée israélienne à larguer une arme nucléaire sur Gaza. Il a qualifié les Palestiniens d'Amalek, c'est-à-dire qu'il a appelé à les tuer, à commettre un génocide, et il a demandé de faire exploser l'esplanade d'Al-Aqsa pour la remplacer par un troisième temple juif. Tous ces gens ont été amenés là par le consulat israélien. Et maintenant, pour essayer de calmer la situation, le consulat israélien dit « Eh bien, nous n'avons pas invité tous les démocrates qui défilaient. » Mais alors, qu'est-ce qui, selon vous, les attire dans ce défilé? Encore une fois, c'est un peu comme les personnes LGBT vont à la marche des fiertés. Les fascistes sionistes, eux, vont à la parade de la journée d'Israël, parce que c'est un État ethno-suprémaciste, rempli de fascistes occupant des postes ministériels. Il y a de nombreuses années, je suis tombé par hasard sur la parade de la journée d'Israël. Je me promenais simplement dans Central Park. Je ne savais même pas que c'était le jour du défilé. Et j'ai été choqué par les démonstrations de haine que j'ai vues. J'ai fini par discuter pendant une bonne demi-heure avec des membres de la Ligue de défense juive qui distribuaient des pancartes disant « Kahani avait raison » et m'expliquaient à quel point ils recevaient du soutien. Il faut vraiment comprendre ce qu'est Israël pour savoir dans quoi on s'engage. Et c'est comme ça que Mamdani a réussi à éviter cette situation. Les autres démocrates, eux, doivent être tenus responsables de leur participation à cette parade. Je ne peux pas m'en empêcher. Mais dites-moi, est-ce que vous avez eu des nouvelles du député Fine depuis qu'il s'est enfui devant vous au Capitole? Eh bien, je veux dire, encore une fois, Randy Fine est quelqu'un de très virulent et sans doute l'une des figures les plus agressives et les plus incendiaires du Congrès, surtout dans ses positions anti-musulmanes et anti-palestiniennes. Mais ce qui m'a vraiment frappé quand je l'ai confronté, c'est à quel point il s'est montré timide, presque effacé, et comment il s'est littéralement dégonflé dès qu'on lui posait quelques questions. Depuis, vous ne le verrez plus jamais dans un environnement un peu hostile. Toutes ces apparitions médiatiques se limitent à Fox News, à Newsmax et à ce genre de chaîne. Ce sont des gens qu'on ne peut pas vraiment contredire en face. Moi, j'adorerais voir un débat entre lui et son adversaire, Dan Bernal. Franchement, ça vaudrait le coup d'œil. C'est son adversaire pour sa réélection en Floride. Oui, oui. Wow, Max, merci beaucoup, merci pour tout ça. Comme toujours, je te souhaite le meilleur. On a hâte de te revoir bientôt, mon ami. Merci beaucoup, monsieur le juge, merci. Wow, une analyse remarquable, d'une profondeur qu'on ne trouve vraiment nulle part ailleurs. À 2 heures, le colonel Lawrence Wilkerson et à 3 heures, le colonel Douglas MacGregor.
Ici le juge Napolitano pour Judging Freedom. Douglas McGregor, Judge Napolitano for Judging Freedom.